Et salut tout le monde. Bon, aujourd'hui, un petit peu d'actualité. Bon, on se rappelle que en décembre dernier, Rockstar sortait la trilogie Grand Theft Auto qui incluait Grand Theft Auto 3, Vice City et San Andreas. Et on se rappelle que ça a été un désastre au lancement avec des bugs qui n'existaient, qui n'avaient même pas dans les versions originales de ce côté-là. C'était vraiment affreux. Et finalement, mais Rockstar a annoncé le 18 janvier qu'il allait arrêter les mises à jour de la fameuse trilogie de Grand Theft Auto. C'est vraiment décevant. J'ai l'impression qu'ils se sont foutus de la gueule des fans de ce côté-là un peu. Puis ça, je trouve que c'est vraiment, mais vraiment pas vraiment correct de ce côté-là, mais vraiment pas. Fait que ici, ils disent GTA Trilogy Definitive Edition, déjà à la fin du suivi post-lancement. Si vous ne suivez pas l'actualité, on sait que du jeu vidéo, vous ignorez que la maison mère Rockstar, Take-Two, vient de racheter le studio Zynga à l'occasion d'une rencontre avec les investisseurs. Le président de Tech2 a eu l'occasion de parler de la trilogie de remaster GTA et son opinion est très surprenante. Ouais, c'est le cas de le dire. C'est vraiment surprenant selon Strokes Zelnick. En effet, les trois jeux sont dans un état acceptable et la franchise GTA se concentre désormais sur le futur. Oui, il parle pas forcément GTA 6, mais GTA Online version iOS et Android, l'homme d'affaires déclarait ainsi. Fait que c'est vraiment poche d'avoir dépensé 80 patates, puis quasiment pour rien dans le fond. Autrement dit, on arrête les mises à jour, on arrête de supporter le jeu. Fait que ici, en rapport que GTA Trilogy n'était pas un nouveau jeu. Ouais, ça, on le savait que c'était pas un nouveau jeu. On n'est pas quand même pas cave. À ce point-là, c'était bien un remaster. Ouais, remaster, oui, mais peut-être pas le remaster le plus fort ou le mieux travaillé. Puis il dit oui, on a eu des glitches au début, mais ces glitches sont désormais résolus et ce titre a bien rapporté à l'entreprise. Nous sommes donc excités vis-à-vis de la suite de la franchise GTA. Moi, je trouve que c'est comme wow. Fait que, bref, amis joueurs, la situation actuelle risque de perdurer un moment, bien que les trois jeux soient enfin un peu corrigés. Les nombreux bugs subsistants semblent bien partis pour rester sans correctif de la part des développeurs. Wow! Hey, c'est vraiment décevant d'avoir une réponse d'un PDG de compagnie de jeux vidéo, surtout de Take-Two, qui fait partie de Rockstar et compagnie, dire ça. Non, mais vraiment, c'est vraiment pas fort. Non, mais quand même, moi, je l'ai pas appris tout de suite, cette histoire-là, mais quand même, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueu. Le monde a dépensé 80$, les amis, là, les gars. Là. Hey, réveillez-vous là-dedans, là, quand même. Faut se réveiller, là, 80$. Là. C'est quand même pas donné pour trois Christy de jeux qui sont supposés être remaster et finalement, mais c'est de la Christy de marde de ce côté-là. Ben, moi, rendu là, Rockstar, je suis pas sûr que je vais être prêt à vous encourager de sitôt parce que c'est comme, commande. Le développement de la trilogie chaotique, Rockstar n'est pas directement en cause. Ben, c'est sûr, on s'entend. Si la déclaration ci-dessus indique bien que l'entreprise va passer à autre chose considérant les glitches résolus, cela ne peut être imputé à Rockstar. C'est sûr que c'est pas Rockstar qui a pris sûrement la décision finale. En effet, la trilogie de remaster est gérée par Groove Street Game. Et ce dernier n'est d'autre qu'un nouveau nom pour Wardrome Studio à la réputation déjà sulfureuse. Fait qu'autrement dit, ils ont fait aussi affaire avec un studio qui savait déjà que
faisait des affaires de très mauvaise qualité en répétition. Comme ça, on nous a confié le remaster de GTA Trilogy, vraiment, mais tu sais, c'est pas plus fort de ce côté-là non plus, je présume, là, tu sais, de ce côté-là. Malgré l'exécrable réception critique de la trilogie Definitive Edition, ces développeurs ont toujours les 3 jeux dans leur catalogue, tandis que Rockstar et Take-Two se projettent sur un autre chantier. Wow! Mais la confirmation est là et se conclut sur un point révélateur de la part du PDG de Take-Two. Nous avons payé attention à créer de la valeur pour nos joueurs, nos collègues et plus important encore, nos actionnaires. OK. Autrement dit, les actionnaires passent avant les joueurs, ça a toujours été le cas, même. Les actionnaires passent avant tout le monde dans une entreprise. Des fois, c'est les actionnaires qui gèrent une entreprise. C'est même plus le PDG de l'entreprise lui-même qui gère nécessairement son entreprise. Des fois, c'est juste les actionnaires de, de ce côté-là. Fait que c'est vraiment très décevant de ce côté-là. Moi, là, vraiment, c'est. Au moins, Cyberpunk, ils se sont forcés le cul. Ils se forcent encore le cul pour que le jeu puisse quand même bien fonctionner. Puis là, Rockstar ou Take-Two ou whatever, qui ont confié le remaster à un studio qui fait de la mauvaise qualité. Puis en plus, ils ont le culot de vendre le jeu à plein prix. Ok, ça reste 3 jeux, mais ça reste quand même 80$ canadiens que ça coûte ici au Canada pour acquérir ces 3 jeux-là. Puis ils sont même pas foutus de tout corriger les bugs. Voyons donc, en tout cas, vraiment bravo. Mais vraiment, là, Rockstar Take-Two, là, le PDG, là, mais excuse-moi, là, mais Monsieur Zelnick, là, mais vous êtes un méchant beau trou de cul en crise, sti, pour avoir pondu une réponse de cette façon. Autrement dit, c'est pas vraiment de votre faute. Vous en lavez les mains. Puis c'est pas grave si le monde a dépensé d'argent pour acheter cette trilogie-là euh, au départ, que selon moi était quand même très prometteuse avant sa sortie de ce côté-là. Vous êtes un beau trou de cul. Désolé, que si vous comprenez le français, mais regarde, vous me téléphonerez rendu là. Si vous voulez des explications. Et voilà, l'autre sujet. Les GPU Lootbox. Celle-là, quand je l'ai vu, c'était drôle, ok? C'est 100 euros. 100 euros, c'est quand même un peu, je dirais 120$ canadiens. Et c'est sur Amazon Japon que ça a débuté cette histoire-là de, de lootbox. De lootbox. De lootbox GPU, si on pourrait dire ça comme ça. Fait que ça coûte 142$ canadiens, 100 euros. Fait que c'est ça. Selon chez Amazon Japon, les GPU Lootbox, en gros, on dépense 100 euros, 142$ canadiens, puis on se ramasse avec une carte graphique au hasard. Et on s'entend, la plupart du temps, pour 100 euros, ça doit être une Christine de merde que tu dois avoir dans la boîte, puis qui vaut pas nécessairement les 142$ canadiens ou les 100 euros qu'on dépense. Que 70%, je suis d'accord avec eux autres, ça doit être des grosses merdasses que le monde doit se ramasser. C'est vraiment dégueu. Je trouve que c'est vraiment. Là, c'est vraiment poussé très très loin le concept lootbox de ce côté-là. Puis regardez, 70%, c'est sûr que vous pognez une merde. 16%, une GeForce série 9. Hey, la série 9, c'est vieux aujourd'hui. Je dis pas que tu games pas, là, mais disons que ça se fait vieux la génération de la série 9 de chez Nvidia, là, avec les 970 et les 980. 8, ça c'est 16% d'échange, c'est quand même pas gros, là. 8% d'échange, vous avez quand même, hein, vous pouvez vous ramasser avec une GeForce de série 10. Et encore là, le peu de chance que vous avez pogné une 1080 Ti est quand même très mince. Ou une RX 500 de chez AMD. De ce côté-là, 8%, c'est pas gros. Là. Après ça, on baisse encore de 4% pour une GeForce série 20 ou une AMD RX 5000 série. C'est ce que j'ai dans mon ordinateur présentement.
Fait que ça, c'est sûr que vos chances, plus ça va, oups, plus ça va, plus vos chances sont nulles d'empoigner. Et 2% de chance de pogner soit une GeForce série 30, les fameuses RTX, comme en bas c'est des RTX 20, des RTX 30, ou une RX 6000 de chez AMD. Vraiment, là, wow! Mais je pensais pas qu'il y avait du monde qui était assez zozo pour pousser ce concept-là, le concept du lootbox jusque-là, mais quand même! Fait que, autrement dit, vous dépensez les 142$ canadiens et vous ramassez avec une carte sûrement qui vaut peut-être pas mal moins cher que les 142$ canadiens ou les 100 €. Oh, parce que ici, il parle de paiement en euros. Fait que vous avez bien des chances de vous ramasser avec une carte vidéo pas mal inférieure, genre une carte vidéo qui vaut peut-être 30 € à peu près, qui a à peu près l'équivalent de 50$ canadiens ici. Fait que ça vaut pas vraiment la peine, c'est vraiment d'acheter son argent vraiment, mais vraiment par les fenêtres. Là, l'autre sujet, les AMD Zen 4. Là, il y a du bon petit changement là-dedans parce que AMD a annoncé de ce côté-là que le socket va être complètement ben, complètement différent. Je ne sais pas si c'est 100% confirmé, mais quand même. Fait que finalement, ça fait longtemps qu'AMD parlait d'avoir un socket semblable à ce qu'Intel utilise, les fameux sockets LGA. Fait que AMD avec le Zen 4, la série 7000, va probablement introduire ça. Fait que ça va être le socket AM5. Fait que les nouveaux processeurs de Zen 4 ne fonctionneront pas sur le socket AM4 quand même. Fait que, tu sais, c'est surtout pour concurrencer aussi le XMP d'Intel. Fait que AMD va proposer le RAMP, RAMP, RAMP et la contradiction Ryzen Accelerate Memory Profile. Fait que c'est sûr que AMD n'a jamais disposé vraiment de cette fonction-là. C'est pas mal la première fois qu'AMD le fait. Fait que AMD embarque là-dedans pour la première fois. Et évidemment, le nouveau socket va fonctionner en DDR5. Les fameuses nouvelles mémoires qui sont à peu près, même présentement, quasiment introuvables de ce côté-là. J'espère juste qu'ils vont sortir des Boards aussi avec le socket AM5 qui vont fonctionner en DDR4. Mais du moins, on ne le sait pas parce qu'il y en a qui disent que la DDR5 va être beaucoup plus accessible à la fin 2022. Et d'après moi, c'est là que AMD va sortir ses fameux nouveaux processeurs fin 2022. Fait que, tu sais, tandem pour offrir le meilleur support DDR5 possible. Avec RAMP, les puces Horizon devraient être en mesure de rattraper les autres fréquences actuellement prises en charge par Alder Lake et Raptor Lake. Bon, Raptor Lake, c'est les nouveaux processeurs qui sont supposés de sortir cette année qui vont fonctionner sur les mêmes cartes mères, les Z690. Ils vont pouvoir adapter les Raptor Lake sur les cartes mères en principe 690. Fait que je ne sais pas ce que ça va donner. Mais à haute fréquence, oui, ça peut monter à haute fréquence, c'est Alder Lake, mais moi, regarde, mon processeur, je le monte à, je pense, à 4.9 GHz, 6 fois, c'est amplement en masse pour gamer au-delà du 5 GHz. La différence, ça fait quand même très très minime, là. C'est pas là, une différence. C'est pas de la différence ultra grosse à ce point-là. Fait que qu'est-ce qu'on sait de la série? Fait que la nouvelle série va s'appeler Raphaël, c'est le code. Ils exploiteront l'architecture Zen 4 en 5 nanomètres. C'est quand même pas mal mieux que Intel qui est rendu quoi à 10 nanomètres avec les Alder Lake, mais ils sont supposés être plus gravés, plus fins que ça, je pense, avec les Raptor Lake en principe. Ils remplaceront l'actuel Ryzen 5000 basé sur Zen 3, dont le nom de code évidemment Vermeer. AMD a laissé entendre qu'une augmentation du nombre de cœurs est possible sur le segment grand public. Une vitrine à plus de 16 cœurs, 32 trades est donc possible et envisageable. Bon, oui, c'est sûr que
Je vois pas l'intérêt de trop avoir plus de cœurs parce qu'à un moment donné, les jeux sont même pas, prennent même pas en considération tous ces cœurs-là non plus. Faut pas l'oublier. Moi, j'ai un i5 12600K Alder Lake. euh, de ce côté-là. Et en tout, j'ai 10 cœurs. On sait qu'Intel utilise une technologie hybride. J'ai 6 P-Core, qui sont des Power Core. Puis j'ai 4 Eco Core, qui sont des cœurs économiques, là, qui fonctionnent à basse fréquence. C'est des cœurs économiques, si on pourrait dire. Fait que l'avantage que j'ai avec mon i5 présentement, c'est que mes 4 e-core peuvent runner les applications en background. Puis je peux consacrer mes 6 p-core au gaming seulement. Fait que ça a quand même certains avantages de ce côté-là. Et s'il y en a qui disent que les i5 Alder Lake chauffent, non, pas du tout. Moi, je game dans le tapis à tous mes jeux présentement, à tous mes jeux présentement, puis j'ai même pas dépassé le 70 watts de consommation de ce côté-là. Fait que je considère que je consomme quand même très peu d'énergie en gaming avec mon i5 12600K. Fait que ceux qui disent que ça consomme d'énergie à n'en plus finir parce qu'ils ont un TDP à 125 watts. Le TDP est en 125 watts, puis le processeur monte jusqu'à 140 watts maximal si on décide de l'utiliser, mettons, à pleine capacité. Un peu plus haut que ça, je pense que c'est 200 watts pour le fameux i7 aussi, 12700K. Mais je connais du monde qui ont des 12700K, puis c'est ça. Le processeur monte à peu près, il consomme à peu près, c'est ça, 70-75 watts aussi en gaming. Fait que tu sais, c'est pas si pire. Fait que c'est ça. Puis en parallèle, le Zen 4 est censé de proposer un gain IPC de l'ordre de 25% et une fréquence de 5 GHz. Bon, mais moi, la course aux 5 GHz, fait longtemps qu'Intel y est dedans. Je peux vous le dire, moi, j'ai eu mon 8700K et en overclock, on pouvait le grimper à 5 GHz. Le fameux i9 9900K pouvait aussi grimper à 5 GHz en turbo. Mais encore là, moi, je vais être curieux d'une chose. Est-ce que c'est tous les turbos qui vont grimper à 5 GHz? Parce que plus t'as de cœur sollicité, moins la fréquence turbo elle va être haute de ce côté-là. Euh, Bon, excusez. Fait que c'est ça, plus les cœurs sont sollicités sur un processeur multicœur, moins la fréquence turbo augmente, à moins qu'on la débarre, qu'on débarre la fréquence turbo dans le BIOS, puis qu'on dise que tous les cœurs, même si tous les cœurs sont sollicités, tous les cœurs peuvent monter à 5 GHz. Encore là, en gaming, moi, 5 GHz, je l'ai testé à plusieurs reprises. Puis il n'y a vraiment pas vraiment de grosses différences pour l'instant de ce côté-là. Parce que s'il y aurait vraiment de la grosse différence, ça ferait longtemps qu'on serait à 5 GHz. Fait qu'on voit ici le nouveau socket d'AMD. Fait qu'on voit que ça ressemble pas mal à un socket d'Intel de ce côté-là. Fait que, ouais, depuis le temps qu'il en parle, parce que ces sockets-là, un socket comme ça, AMD en parlait depuis les fameux AMD FX. C'est-à-dire que les rumeurs circulaient après les FX, ça va être un socket comme Intel, un socket sous forme LGA. Puis, tu vois, ça s'est même pas produit jusqu'à là, présentement. Évidemment, ils vont avoir le PCI Express 5. Bon, le PCI Express 4, je trouve ça plate. C'est un PCI Express qui a pas vraiment eu beaucoup de carrière, si on pourrait dire. Surtout du côté d'Intel. Les premiers PCI Express 4 sont sortis avec la 11e génération d'un Intel et c'est la seule génération de chez Intel qui bénéficie du PCI Express 4. AMD a sorti le PCI Express 5 à partir de 2017. Fait que ça fait quand même 5 ans que le PCI Express 4 est sur le marché. Pas mal plus du côté de AMD. C'est sûr qu'AMD, quand ils avaient annoncé ça, PCI Express
4, ça a un petit peu déstabilisé Intel de ce côté. Fait qu'on a ici une image du processeur à quoi qu'il va ressembler. Ouais, ça fait drôle de regarder un peu, mais quand même. Fait que les puces adopteront un format AM5, de nouvelles cartes mères équipées d'un socket LGA 17-18. Hey, on va parler en socket Intel à Star. Parce que Intel, ça fait longtemps qu'ils utilisent des LGA. Fait que ça va être un socket LGA 17-18. Seront indispensables et prendront en charge la mémoire vive DDR5 en 5200 MHz. PCI Express 5, 28 lignes PCI Express, tout en proposant un équipement de NVMe, c'est les fameux M2 ou les fameux disques durs M2 qu'on plug directement, qu'on branche directement à même les motherboards. 4.0 et des ports USB 3.2, plus important. Ouh, ça promet quand même. Au lancement, deux chipsets. Évidemment, il va sûrement avoir le fameux X670 et le fameux B650. Bon, c'est sûr que le B650, vous allez avoir des fonctions, pas mal moins de fonctions disponibles que sur le X670, vu que c'est la haute gamme. C'est sûr que le X570 versus le B550, il y avait des fonctions. Sur le B550, il y avait quand même pas mal. Il y avait quand même des fonctions quand même popées qui étaient là quand même. Puis il n'y avait pas tant de sens que ça entre le X570 puis le B550 entre les deux chipsets. C'était quand même assez similaire. Il y avait moi, en tout cas, moi j'ai pu overclocker mon processeur sur mon B550. Ma mémoire vive aussi. Il n'y avait aucun problème de ce côté-là. Fait que, évidemment, le X670 haut de gamme, motherboard haut de gamme de chez AMD, et une solution plus économique et plus grand public, le B650. Enfin, c'est Ryzen. Il s'appelle Raphaël, c'est ça qui me fait rire un peu. Embarqueront en natif une solution graphique RDNA2. Ok, ça veut dire que là, à Star, les nouveaux processeurs de AMD vont peut-être avoir finalement une puce vidéo d'intégrer dans toute sa gamme de processeurs, ce qui n'a pas été le cas tout le temps parce que sur la série 5000, il n'y en avait pas de carte vidéo intégrée. Il a fallu attendre la série 5000G. Là, c'était des processeurs avec des cartes vidéo intégrées, évidemment des vieilles cartes vidéo, vieilles puces vidéo Vega. Là, ça serait intéressant quand MD inclut ça dans toute sa gamme de processeurs. C'est moins casse pour le monde que ils ont besoin d'un gros processeur, mais pas nécessairement d'une carte vidéo, qui ont juste besoin d'un processeur pour faire des tâches de monsieur et madame tout le monde, puis qui n'ont pas besoin nécessairement d'acheter une, qui n'ont pas vraiment besoin d'une carte vidéo à part pour faire fonctionner leur ordinateur. Fait que, tu sais, Intel, ils ont été intelligents de ce côté-là, ils ont toujours gardé le chip graphique dans tout le processeur, ou pratiquement tout. C'est sûr, si vous achetez une Intel série KF, là, il n'y a pas de chip vidéo inclus, mais en dehors de ça, il y a des chips vidéo inclus dans toute la gamme Intel la plupart du temps. Fait que AMD, ça serait vraiment intéressant là, qui se mettent, là-dessus. Fait que le lancement n'est pas attendu avant la fin de l'année, si bien que ce dossier peut encore évoluer. On va devoir affronter non pas Alder Lake S, mais Raptor Lake, qui sont les nouveaux processeurs, comme j'ai dit, qui vont fonctionner sur sur le chipset actuel Z690 de chez Intel. Moi, je vais voir s'il y a vraiment une différence entre mon Alder Lake et les Raptor Lake. S'il y a vraiment une bonne différence appréciable, je vais peut-être sauter du côté Raptor Lake. Sinon, je vais garder mon Alder Lake. Fait que c'est tout pour cette vidéo. Fait que j'espère que ça vous a plu. On se revoit dans un prochain vidéo. Ciao tout le monde.